Salut tout le monde, comment allez-vous en ce 26 août 2024? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce premier live de la saison, j'espère qu'il y en aura d'autres. Après cette intersaison un peu mouvementé. Donc salut Bertrand, salut Fred, salut Monsieur Tatillon, salut Ricky, salut Zakio, salut tout le monde, content de vous retrouver. Que dire? On va d'abord débuter par un petit trigger warning, comme disent les gens bien. Je vous avoue que j'ai toujours pas changé d'avis concernant un transfert un peu polémique de cet été, que ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Donc, je vais parler que de foot. On va parler que de la production footballistique. Voilà, le reste, je suis toujours catastrophé et je me suis posé beaucoup de questions. Mais je vous demande, s'il vous plaît, voilà, de respecter un peu ça. On va pas, on va pas partir. On va pas partir sur le côté, on va pas refaire le débat. Vous avez chacun se sera fait son opinion et voilà. Moi, j'ai pas changé d'opinion, j'ai pas envie d'en changer. Je pense que ça va être très compliqué de m'en faire changer. Donc, j'ai vraiment même hésité à continuer ces lives, tout ça parce que j'ai pas envie d'entrer dans des batailles. Et donc, voilà. Mais il y a quand même un peu de football. Donc, on va parler de football, on va essayer de se concentrer là-dessus et pas trop parler du reste. Voilà, Slim, je pense qu'il y a un petit peu. Je pense que chacun dans votre style caractéristique, on va dire, Slim et Ricky, vous avez un peu voilà, mis les pieds dans le plat et tout à fait. Je ne vais pas prononcer ton pseudo C4V3 parce que je pense que tu, tu as un pseudo très compliqué, mais en effet, c'est très dur. Donc après, comme tout, hein, on s'habitue à tout. Et puis, je voulais me mettre à suivre le rugby. Je rigole. Stop. On arrête les blagues limites. On arrête les blagues limites, surtout que c'est pas du tout drôle ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais c'est un peu compliqué de suivre le sport en ce moment. On va dire ça comme ça, même sinon, on va le dire, les Jeux Olympiques, j'ai été à un Olympics, je sais pas comment ça s'appelle, mais je travaillais et je m'arrêtais et j'avais toujours la chance quand je m'arrêtais pour mettre France Télévisions, je tombais sur des matchs de tennis de table ou sur la finale de judo légendaire. Enfin, vraiment, je tombais sur les matchs de Teddy Riner en judo et je suis tombé sur la finale par équipe incroyable où il s'est passé. Enfin, j'ai trop kiffé les JO, vraiment. Alors que bah, je suis pas tellement client des JO, mais vraiment j'ai kiffé. Donc, bon, voilà. On va repartir sur le sport et on va donc parler de cet OM Reims d'hier soir pour lequel j'étais au stade, qui a pu engendrer, on va dire, des réactions très différentes. Mais moi, j'ai pensé que c'était un beau match, comme j'ai peut-être encore un peu plus de détachement, que je suis en train de devenir un vrai journaliste, c'est-à-dire vraiment détaché de son objet, qui peut suivre ça avec un œil un peu objectif. Moi, j'ai vu un très beau match de foot, franchement. J'ai vu une très belle équipe de l'OM. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Roberto De Zerbi après le match. Pour résumer, il a dit on a très bien joué et on a eu un blackout de 20 minutes que j'explique pas. Et je suis assez d'accord avec ça. Et j'ai aussi vu une équipe de Reims qui, franchement, était méritante parce que si j'étais un journaliste ou un supporter et moi, je me dirais Reims a eu de la chance de s'en sortir avec seulement un but de retard à la mi-temps, mais ensuite a mérité son match nul parce que franchement à la mi-temps il pouvait rentrer au vestiaire avec 2-3 buts d'écart, ça n'aurait pas été volé.
Ils ont cette chance de n'avoir qu'un but de retard, et ben ils l'ont saisi et franchement respect à eux parce qu'ils ont fait un match avec énormément d'absences, etc. Et vraiment ils ont été très bons. Ce deuxième but il est très beau, etc. Donc vraiment il faut aussi reconnaître que Reims a fait ce qu'il pouvait avec leurs moyens. C'est de commencer. J'ai préparé un petit peu deux trois trucs. On va parler du match. On va essayer de regarder quelques images, enfin des images arrêtées, hein, parce que vous savez que sinon ça va être striké. Regarder un peu les stats des joueurs, tout ça, et puis on fera peut-être un tour sur la Ligue 1 en règle générale. J'ai vu que tout à l'heure, Bertrand, tu parlais de notre ami Vincent Labrune et de ce qui se passe à la LFP. C'est magnifique ce qui se passe à la LFP. Vous le voyez, j'ai préparé un petit truc pour... j'ai été sur un tweet de Florent Antonucci. D'ailleurs, il est sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Hein. C'est l'un des meilleurs journalistes foot. Et j'ai vu qu'il mettait un flou lorsqu'il regardait des images pour ne pas se faire striker. Donc moi j'ai mis ce truc là et quand j'aurai des images arrêtées je l'enlèverai et voilà. On essaiera de voir quelques images comme ça. Mais comme je vous ai dit, on va d'abord partir un petit peu sur la confirmation de ce qu'a dit en fait en quelque sorte Roberto De Zerbi hier après le match. C'est-à-dire que son OM a été très bon. Je sais, les expected goals, ça ne veut pas tout dire, etc. Mais 2,94 Marseille, 2,94 Reims, 1,01. Ça prouve qu'il y a une équipe qui s'est procuré beaucoup plus d'opportunités que l'autre, en sachant qu'en plus, il n'y a pas de penalty. Les penalties, ça gonfle les expected goals. Il n'y a pas eu de penalty. Donc l'OM s'est procuré presque 3. C'est beaucoup de se procurer 3 buts attendus. Donc on voit qu'en effet, l'OM a été supérieur à Reims et l'OM n'aurait pas volé sa victoire. Et autre chose, je pense que s'il y a un bémol sur ce que dit Roberto De Zerbi, c'est lorsqu'il dit on a très bien joué pendant 70 minutes, il nous a manqué 20 minutes. Les 20 premières minutes n'ont pas été exceptionnelles. Et là, c'est donc une courbe des expected goals. Et on voit que ça s'emballe à partir de la 20e minute. La 24e minute, le but d'Amin Harit. Avant ça, il y a des petites opportunités. C'est une frappe d'Emile Højbjerg, etc. Mais l'OM avait du mal à trouver la passe qui libérait son joueur sur les ailes et avait du mal à trouver Amin Harit et Luis Enrique qui étaient dans le cœur du jeu. Et c'est ce qui a mis un petit peu de temps à déclencher l'ensemble. Par contre, quand ça s'est déclenché, ça a été comme le ketchup, quoi. Ça a été, voilà, le but d'Amin Harit. Là, je pense que c'est la première occasion de Wai, ça doit être la deuxième. On reviendra aussi sur Wai. En tout cas, jusqu'à la mi-temps, on voit que l'OM écrase Reims. Surtout que, donc, il faut voir que jusqu'à la mi-temps, l'OM enchaîne les grosses occasions et que Reims n'a pas grand-chose. Je me souviens même plus ce que ça peut être, ces 0,19 de XG pour Reims. Il y avait un ou deux bons centres d'Ito, je me souviens des choses comme ça. Mais voilà, à partir du moment où on a réussi à trouver les joueurs dans le cœur du jeu pour ensuite lancer sur les côtés, ça a été un carnage. Et on a vu du très beau football. Puis, il y a ce fameux blackout. Et là, sur ce graphique, Graphite ne joue plus au football. Les anciens se souviendront, Wolfsburg, tout ça. Le Mans, le MUC, poulet loué. On n'oublie pas. Une fois qu'on est revenu des vestiaires, il y a eu un vrai blackout et on le voit, c'est vraiment très clair. C'est plat, un encéphalogramme plat pour l'OM de la 45e à la 69e.
Ça a été, voilà, blackout. Donc, difficile à expliquer. Difficile à expliquer. Et ensuite, bah, sur la fin de match, l'OM a repris le ballon, a égalisé, a eu à nouveau des opportunités. Et on voit voilà, l'OM aurait mérité de l'emporter. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas s'alarmer. L'OM aurait mérité de l'emporter. L'OM a fait un très bon match. Un très bon match. Ta dépression rejaillit sur ton écran, non, non, pas spécialement. Il y a eu, il y a eu des très bonnes, des très bonnes séquences. Franchement, il y a eu des moments où j'ai trouvé ça vraiment, vraiment brillant ce que l'OM a proposé. Et et on va aussi parler un petit peu de Wai qui a en effet bouffé la feuille de match. C'est un petit peu l'histoire après individuelle de ce match. Planète Valnor, je profite pour te dire que j'ai bien reçu ton taf sur la disparition. Merci pour ce travail. Merci beaucoup. Merci à toi de soutenir ce travail qui m'a pris beaucoup de temps et dont je suis assez fier. Et j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Mais c'était cool. C'était vraiment cool. Et j'en reparlerai peut-être en fin de live sur la vente OM, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Raoul qui dit le truc le plus inquiétant pour moi, c'est encore le manque de caractère de cette équipe. C'est mieux que l'an dernier, mais ça manque rien qu'à voir Harit qui a des moments excellents, mais qui est incapable de relancer la machine dès qu'il y a un passage à vide. Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est un. En fait, à la fin du match, De Zerbi parle aussi de son incompréhension par rapport à ce blackout. Et je sais pas si c'est vraiment, tu vois, un manque de caractère. Je trouve que Højbjerg était très bon et qu'il a été un vrai patron. Et on l'a vu pendant toute la première période, après l'ouverture du score, donc au moment où l'OM donc prend vraiment l'ascendant et écrase Reims, on le voyait tout le temps faire ses gestes, dire attendez, on va trouver la solution, parce qu'avec De Zerbi, on ne va pas vite vers l'avant comme avec Bielsa ou avec Tudor, on va vite vers l'avant une fois qu'on a créé un décalage qui peut mettre un peu de temps et où on essaye d'attirer le maximum d'adversaires. Donc Højbjerg a été très bon pour ça. Højbjerg a du caractère. Et bon, et même Kondogbia, je ne l'ai pas trouvé si mauvais, mais je sais pas, il y a des traumatismes dans cette équipe, il y a des trucs un peu bizarres. Euh, alors, j'ai vu sur l'équipe des choses assez. En fait, j'avais pris des photos avec mon téléphone, je vais pas vous mentir. J'étais un peu dégueulasse parce que c'est des photos des tribunes, tout ça. Et j'ai vu que l'équipe avait fait ce petit article où il y aura des photos de bien meilleure qualité. Donc, on va aller sur cet article de l'équipe qui s'appelle Pourquoi le plan de l'OM a un peu déraillé contre Reims. Moi, je suis pas spécialement d'accord, mais après c'est les titres des fois, voilà. Mais l'article est très bien et il montre plein de choses que j'avais vues aussi. Même un ou deux trucs que j'avais pas spécialement vus parce que c'est vrai que quand je suis au stade, j'ai tendance à me concentrer sur une seule équipe et il y avait un ou deux trucs que j'avais pas très bien vus, notamment sur ce que Reims avait fait. J'étais vraiment concentré sur ce que l'OM faisait. Donc le truc très très clair hier soir, c'est que l'OM, avec le ballon, une fois que l'OM récupérait le ballon, Quentin Merlin partait très haut. Murillo redescendait à la même hauteur que Balerdi et Brassier. Et ensemble, ils formaient une ligne de 3. Et dans l'axe, un peu plus haut, on avait un carré. Donc on avait une ligne de 3 qui devait relancer avec un carré un peu plus haut. Et là où ça a un peu pêché, même beaucoup pendant les 20 premières minutes, c'était de trouver Enrique et Harit. C'était dur de les trouver et de les trouver pour ensuite lancer Merlin et l'autre. Donc c'était difficile de les lancer. Et il y avait surtout Merlin qui était très offensif et qui a fini par se procurer beaucoup d'occasions.
Et ce qui était intéressant dans cet article de l'équipe que j'avais pas forcément vu, c'est le plan de Reims où il montre que Reims en première période avait mis Ito et Nakamura pour bloquer Enrique et Harit. Et Ito et Nakamura, alors ils ont bien fait leur travail pendant 20 minutes, mais ce sont des joueurs offensifs et à un moment ça a craqué et à un moment on a trouvé Enrique et Harit et ça a fait des étincelles. Ça a vraiment tout cassé. Et Reims était en train de prendre l'eau. Et ce qu'a fait Reims en seconde période, c'est de changer les joueurs qui étaient au marquage de Harit et Enrique, de mettre Munetsi et Atangana au marquage. Et Ito et Nakamura sont montés d'un cran, ont un peu plus gêné la relance. Tout le monde a été un peu plus haut. Et ça a beaucoup mieux marché pour Reims. C'est une adaptation. Et Elsner, c'est un bon coach. Donc il a vu qu'il y avait eu un problème à ce niveau-là une fois qu'on avait réussi à trouver Enrique et Harit et il a corrigé ça. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que s'il y a un truc à retenir de cette prestation, bon, c'est ce 3 plus 4. Ce 3 plus 4. Il y avait aussi la tendance à un moment à vraiment couper le bloc en deux. C'est aussi un truc, ça je l'avais pris en photo, mais bon, c'est sur mon téléphone, franchement la qualité est dégueulasse. Mais de couper le bloc en deux, c'est-à-dire des fois à la relance du gardien, on avait tous les joueurs de l'OM dans les 30-35 derniers mètres et on avait juste une ligne de 3 devant et Wai qui redescendait même récupérer des ballons. Wai pouvait redescendre, c'est un truc aussi typique de Zerbi. Tu as des grands espaces et t'attires beaucoup de joueurs adverses dans tes 30 derniers mètres pour trouver des espaces. Et voilà, tactiquement c'est très intéressant ce qui se passe et ce que l'on voit footballistiquement. On me demande qui est l'auteur de l'article de l'équipe, s'il te plaît. Je vais te dire ça, c'est Timothée Pinon. Qui est l'auteur de l'article de l'équipe. J'ai trouvé l'OM très prometteur. La déception fut dure à la fin du match. Je ne m'explique pas le blackout. Est-ce une stratégie changeante chez Reims? Chez nous, tu vois, il y a eu un truc qui a changé chez Reims. Comme on a vu, on a changé les joueurs au marquage d'Harit et Enrique, qui étaient vraiment les joueurs clés pour ensuite trouver les ailes et trouver les décalages. Trouver des hommes libres lancés face au jeu, c'était vraiment eux les clés de voûte de ce système. Et en fait, Reims avait mis des joueurs offensifs au marquage sur ces mecs-là. Et une fois qu'ils ont mis des joueurs défensifs, ça a été un peu plus dur. Et surtout qu'il y a eu d'autres intentions aussi, parce que, ok, le fait de changer les joueurs au marquage, c'est un truc défensif, mais le fait aussi de mettre Ito et Nakamura plus haut, c'est un truc offensif. Donc il y a eu un vrai réajustement de Luca Elsner qu'il faut saluer, mais il y a eu un vrai, il y a eu un vrai problème, quoi. Il y a eu un vrai il y a vraiment eu un blackout et c'est vrai qu'on l'a ressenti. Tu le ressens en fait, il y a des trucs, des passes qui sont ratées, des choses assez simples. Tu sais pas pourquoi cette équipe, elle panique et en plus de ça, tu peux rajouter. Ouais, moi ça m'a fait penser à un peu toute proportion gardée, hein, c'était moins important, mais un peu à OM Annecy, quoi. Il y a des matchs, tu comprends pas ce qui se passe. En fait, l'OM disparaît. Donc, est-ce que c'est la difficulté émotionnelle de gérer ce genre de choses, de gérer ce genre d'ambiance, de gérer l'attente qu'il y a autour des matchs? Je ne sais pas. Alors, on va tenter mon petit truc là. Voilà, ça va être dépression les gars. Quelle déception Steak Tartare. Après, l'OM a bien joué quand même. Hein. Oui, c'est, c'est, il a un humour particulier ce jeune homme. Mais
Comment dire? Bah, moi, je suis pas. En fait, il y a des matchs où j'ai envie de dire contre. Je vais enlever mon truc dépression là. Mais il y a le match contre Brest. Je pense que l'OM a été très bien payé et a produit un match d'une qualité à peu près similaire au match contre Reims. Mais contre Brest, tu as été très bien payé. Bah voilà, d'ailleurs, en fait, c'est même exactement ça. 2,96 les expected goals contre Brest et 2,94 contre Reims. Seulement, dans le football, des fois, bah, tu es moins bien payé. Et contre Brest, tu as été très bien payé. T'avais largement mérité de gagner, attention, hein, parce que voilà, les expected goals disent encore une fois, t'avais largement mérité de gagner contre Brest, t'as gagné, largement, peut-être un peu trop largement, parce que voilà, au niveau des stats, tout ça, par exemple, les stats sont gonflés par deux penalties, les stats de Brest aussi, mais tu avais été bien payé, voilà, les fameux 7 tirs d'Eric Roy, etc. Mérité de gagner, mais bien payé au niveau de l'ampleur du score. Et contre Brest, contre Reims maintenant, putain, donc contre Brest, tu avais mérité de gagner, mais bien payé au niveau du score. Contre Reims, tu avais mérité de gagner, mais tu n'as pas été bien payé au niveau du score. Voilà, pour moi, ça, je pourrais résumer les deux premiers matchs de l'OM de De Zerbi à ça. Deux prestations où tu mérites de gagner, mais une prestation où tu es très bien payé et une prestation où bah, le football est le football et tu as été puni par un manque d'inattention pendant 20 minutes. Voilà, voilà. Donc, bien joué. Je ne suis pas d'accord, pas avec cette seconde mi-temps de Condisek. Bah, en fait, oui, il y a 20 minutes où en seconde période, franchement, t'es mauvais, mais je sais pas. Est-ce que vous aussi, dites-moi un peu dans le chat ce que vous pensez de ce que nous dit Steak Tartare. Est-ce que vous ne trouvez... Moi, je trouve que l'OM a bien joué. Franchement, je trouve que l'OM a bien joué et a eu un creux de 20 minutes. Euh, voilà, et était coupable 20 minutes. Coupable 20 minutes, mais bon le reste du temps. Euh, je trouvais que le plan était bon, que tu te procures les occasions. Euh, voilà quoi, j'ai pas grand chose à leur reprocher si ce n'est ce truc si ce n'est ce truc où tu es endormi au retour des vestiaires, tu paniques, tu ne sais pas t'adapter, tu n'as pas l'intelligence. C'est vrai qu'avec Højbjerg et Kondogbia, peut-être que ce changement tactique qu'on a vu plus tôt, euh, peut-être que des mecs comme Højbjerg et Kondogbia auraient pu voir le changement qu'avait fait Reims et peut-être donner un petit peu de calme à l'équipe. D'ailleurs, De Zerbi a fait avec des grands gestes, dire des fois ça tangue un petit peu et il faut défendre les uns pour les autres, faire des choses positives, défendre positivement, résister à la tempête, et c'est un truc qu'on n'a pas su faire. Franchement, franchement, je trouve, voilà, comme Slim qui me dit, le vrai problème c'est que le temps faible de 20 minutes, tu prends deux buts. Franchement, je trouve que c'est ça. Je trouve qu'il y a deux problèmes dans le match d'hier. C'est le fait de prendre deux buts et c'est le fait que ton avant-centre ait bouffé la feuille de match. Alors, parce que j'ai lancé ça quelque part, je sais plus où est-ce que j'ai mis ça. Il est où, Eli Wahi? Voilà, Eli Wahi qui a déjà beaucoup plus d'expected goals que de buts. Donc, il nous doit un but. Il nous doit 1,03 but exactement, hein, sur ces deux premiers matchs. Parce qu'Eli Wahi, hier, il a 4 grosses occasions, ou au moins 3. Et c'est ça qui fait qu'on ne rentre pas au vestiaire avec 2 buts d'avance. Et voilà, je pense que si tu rentres, franchement, hein, parce que j'ai dit tout le bien que je pensais de Reims, et franchement, je leur retire mon chapeau de revenir dans le match de cette manière-là. C'est ultra mérité, mais
ce retour n'est possible uniquement parce qu'ils reviennent au vestiaire avec un seul but d'écart. S'ils reviennent avec 2 ou 3 buts d'écart, avec 2 buts, ils peuvent peut-être imaginer aller chercher le nul et ça serait compliqué et ils n'auraient pas eu la même impulsion motivationnelle. Franchement, je vais faire des posts LinkedIn après ce live. Mais ils n'auraient pas eu la même ils n'auraient pas eu la même force pour se dire ok, on peut revenir s'il y avait eu 2 buts de retard. Franchement, si tu rentres au vestiaire avec 2 ou 3 buts d'avance que t'es l'OM, la seconde période, c'est compliqué quand même pour Reims, surtout avec tous ces absents, etc. Donc, Eli Wahi, il bouffe la feuille de match hier, très clairement. Il a complètement raté son match. On va essayer de regarder quelques images, mais voilà, ça va peut-être couper. Si vous regardez ce live en replay sur YouTube, si ça coupe, c'est que YouTube m'a coupé. Donc je vais essayer de lancer le truc, voilà. Et j'arrêterai un petit peu sur quand il y aura des trucs intéressants à montrer. Euh, mais oui, si Eli Wahi tue le match, en fait, il n'y a pas de, il y a plus de match et on s'arrête. Donc on revoit d'ailleurs un truc aussi qui m'avait un petit peu marqué parce que là, vous voyez peut-être des bribes. On voit la première frappe d'Heuberg et il en a fait 2 plus ou moins dans cette position. Je me demande si c'était pas travaillé. Alors voilà, là c'est ce qui est intéressant. Et ce qui va être embêtant, je pense, cette saison, au niveau de la Real, c'est aussi est-ce que les réalisateurs vont être capables de nous montrer les actions depuis le début ou alors ils vont nous faire ce machin de nous montrer que les fins. Parce que voilà, là c'est l'action du premier but. On voit donc le 3-4 comme ça avec ce carré au milieu, cette ligne de 3, les mecs qui prennent la largeur et Liwali en position d'avant-centre. Et on voit que là, finalement, Kondogbia parvient à toucher, après un échange rapide avec Højbjerg, arrive à toucher Luis Enrique qui va se retourner et trouver Merlin et on voit que c'est ce qu'on a eu du mal à faire pendant les 20 premières minutes parce qu'une fois que tu as fait ça, eh ben, étant donné que tu élargis, que tu attires et que tu attires le bloc rémois, eh ben, il y a forcément des espaces quelque part. Et là, c'est ce que tu as réussi à faire en attirant 1, 2, 3, 4, 5 joueurs rémois pour venir te presser et en ayant une défense qui doit être concentrée sur les menaces, sur les côtés, sur les joueurs qui sont là et sur les 2 joueurs axiaux, et ben voilà, tu trouves un joueur seul qui va avoir du temps et de l'espace pour ajuster un centre et on connaît la suite. Donc c'était vraiment ça. Et l'autre truc aussi qu'on a un peu eu du mal à faire, et ben c'est ce que va faire Luis Enrique ici, c'est-à-dire se retourner parce que pendant un long moment en fait les joueurs Harit et Luis Enrique avaient du mal Harit soit à lâcher son ballon dans le bon tempo, soit Enrique à se retourner pour donner le bon ballon. Il y avait peut-être un manque de courage au départ. Et une fois qu'on l'a fait, bon, ça a tout de suite, ça a tout de suite tué le truc. Les, le gros plan intempestif qui voulait faire des films d'auteur mais qui s'est retrouvé à réaliser des matchs de foot. Il y a des moments, franchement, le premier match contre Brest où je voulais vraiment regarder ce qu'on faisait à la relance, qui est différent d'ailleurs de ce que je vous avais dit un petit peu sur ce qu'il faisait l'année dernière à Brighton. Il y a vraiment une différence au niveau de la relance. Il ne cherche pas forcément à repartir de la même manière. Donc je voulais vraiment regarder ça. Et là, Rouli met le ballon, gros plan sur 2 arbitres. Je me dis, oh,
Vraiment, j'étais énervé parce que je dis, c'est pas la partie la plus intéressante, mais c'est l'une des parties les plus intéressantes quand t'as Roberto De Zerbi, c'est de voir comment tu vas relancer de derrière. Et là, bah, tu fais des gros plans sur De Zerbi qui est comme ça. Tu dis, mais on s'en tape, on s'en tape. C'est je m'en tape de le voir comme ça. Je veux voir ce qu'il a mis en place avec les joueurs de football. Donc ça, c'est très énervant. Et là, par exemple, au stade, on a des moniteurs pour voir les ralentis. Et je voulais revoir toute l'action. Et même là, sur le résumé, en fait, sur le résumé qui est en ligne sur la chaîne Ligue 1 McDonald's, bien sûr, et ben, il n'y a pas le début et la manière dont on relance et dont on va trouver ces deux joueurs. Comment on fait pour aller chercher le joueur parce que De Zerbi, eh ben, il prône un football collectif. Mais non, on voit que la fin, après, la fin est très belle quand même. Hein, mais franchement, voilà, à partir du moment où on a réussi à trouver les deux joueurs axiaux, et d'ailleurs, on voit ici que Ito et Nakamura, eh ben, ils sont un peu plus hauts, ils ont un peu lâché les joueurs, ce qui va permettre un peu d'espace. Et c'est aussi parce que Højbjerg et Kondogbia ont attiré des joueurs pour venir les presser. Je pense que j'ai remis le truc, donc vous voyez rien, et je parle et vous comprenez rien. Euh, voilà, donc oui, on voit qu'ici Højbjerg et Kondogbia ont réussi à attirer du monde, que Nakamura et Ito ont un peu monté. Et ben, à ce moment-là, vous avez Enrique et Harit qui ont un peu de temps et d'espace. Si on arrive à les trouver, si on a le courage pour faire cette passe en avant, et ben pour tout déclencher. C'était ça qu'on a eu du mal à faire pendant les 20-25 premières minutes. Mais une fois qu'on a trouvé le bon tempo et une fois qu'on a peut-être aussi pris ses marques un peu, parce que je parle de courage, tout ça, mais c'était leur premier match au Vélodrome, peut-être qu'ils avaient aussi besoin de s'habituer, nouveau système, etc. C'est à peu près normal et ça a pris 20-25 minutes et après ça a été un festival d'occasion, donc on va pas, voilà, je veux pas être trop dur avec eux là-dessus, mais une fois que ça a fonctionné, ça a fait un carnage, quoi, on peut le dire. Merci Ricky pour ton abonnement. J'ai entendu aussi tout à l'heure un truc. Merci à tous pour le soutien, tout ça. Et puis merci aussi, parce que je vais pas vous mentir, franchement, cet été, ça a été un peu dur. J'ai reçu beaucoup de messages un peu haineux, etc. Et il y a aussi des gens qui m'ont envoyé plein de messages très positifs. Et le problème, c'est qu'on est toujours à se concentrer sur les trucs négatifs plutôt que positifs, alors qu'il y a plein de gens qui me soutiennent, etc. Donc merci à vous. Je vous le redis encore une fois. Voilà, donc on va continuer un petit peu. On va remettre mon petit truc. Film d'auteur, tu disais Rick. Hein, voilà, film d'auteur. Là, on est dans, là, on est dans le film hongrois. Comment ça s'appelle dans le film de Bellatar. Là, on est. Et Harit, le beau geste d'Harit pour Mumbagna. Je vous parlais ici on retrouve aussi cette position de d'Højbjerg qui va frapper et qui avait été trouvé, est-ce que c'était Harit, je sais pas je pense que c'était Merlin vu son attitude corporelle, qui retrouve ici Højbjerg. Donc je pense que ça avait été travaillé, que Højbjerg s'immerge ici pour tenter enfin, s'incruste dans cette zone-là pour tenter des frappes du droit, et des bonnes frappes, des frappes de joueurs expérimentés. Tu sens que c'est pas là c'est là pour aller au fond, quoi. C'est pas là pour autre chose. Et on va remettre l'écran parce que là c'est franchement, Wai, bon, c'est la faute à pas de chance, etc. Mais là, attendez, je vais essayer de vous trouver. Oh, punaise. Ouais, là c'est un peu chaud pour Wai quand même. Attendez, je vais vous trouver le bon. Ouais, là c'est là où vraiment Wai bouffe la feuille de match, quoi, parce que là la mettre au dessus. Il y a un rebond et tout, mais waouh, la mettre au-dessus là, c'était dur. Et il va la mettre au-dessus, Wai. Et parce que là, tu mets le deuxième but, le stade il s'enflamme. Reims, qui a beaucoup de jeunes joueurs, ils perdent pied. Voilà, là tu tues le match, très clairement. Très clairement, là tu tues le match si tu parviens, parce que ouais, là c'est vraiment Là tout à l'heure je parlais des penalties qui augmentent les expected goals, mais là, ça je sais pas combien c'est.
mais on va pouvoir le voir. Je pense que ouais, je pense que ça doit être. Ouais, c'est un truc de, de dingue là. Ça, c'est un but, quoi, normalement. C'est 0,50. C'est pas très bien payé encore, hein. Franchement, ça, c'est un but, normalement. C'est. Voilà, là tu peux tuer le match, là ça peut être terminé, mais tu le tues pas et donc Reims est toujours en vie. Tu le tues pas et pourtant bah, tu vas continuer à avoir des occasions, donc tu vas avoir bah, encore cette autre occasion. Là c'est un face à face de Wai sur contre, un contre bien joué par mon meilleur ami, on va dire. Voilà. Bon, c'est un face-à-face, donc écoutez, il est raté, il est perdu par Wai. Bon, ouais, écoutez, des face-à-face perdus, ça arrive. Aubameyang en a raté aussi. Voilà, ça arrive. Moi, bon, c'est vrai que là, on peut se dire, là, on est dans le cas de figure un petit peu De Zerbi sur Wai. Je vais le protéger comme mon fils, machin, tout ça, on connaît. Mais il dit aussi, oui, il faut qu'il comprenne qu'il est à l'OM, que donc il faut être très bon, truc. Là, c'est sa troisième grosse occasion. On va voir ça. C'est suite à une frappe. Il est seul. Bon, il joue pas trop mal parce que finalement, bah, il peut marquer, c'est sauvé sur la ligne. Le gardien rémois le gêne bien, mais il arrive à prendre le dessus. Mais là, c'est presque la faute à pas de chance. La première, c'est impardonnable. La deuxième, c'est un raté. La première, c'est impardonnable. La deuxième, c'est pas bien joué. La troisième, c'est pas de réussite. Mais ça fait beaucoup. En fait, le truc, c'est que voilà, je lui cherche pas des excuses parce que première, impardonnable. Deuxième, pas bien joué. La troisième, pas en réussite. Mais quand tu me fais et un et 2 et 3 tout ça mis bout à bout, bon, bah, tu coûtes quand même à ton équipe et tu as coûté un certain prix, machin. On attend de toi que tu sois un avant-centre d'un certain niveau et tu rates. Et donc là, on va voir les buts rémois où c'est pas très bien défendu sur corner. Euh, c'est pas très bien défendu sur corner et ensuite c'est pas très bien défendu tout court, même si c'est formidablement bien joué. Ouais, Murillo se fait complètement bouffer, Balerdi tacle n'importe comment. Murillo revient mais retacle parce que là, il me semble aussi que c'est un truc que De Zerbi dit. Bon, ce qui est bien, c'est que De Zerbi rend ses lives complètement inutiles vu qu'il dit déjà tout avant. Mais là, ouais, Vidam qui dit Murillo fait n'importe quoi. Là, clairement, en fait, parce que Murillo, il fait l'effort parce qu'il était complètement battu. Il avait été complètement battu au départ de l'action. Après, Balerdi tac n'importe comment. Et là, il fait l'effort pour revenir. En fait, si tu restes debout, bon, t'es dans ton élan, mais si tu ralentis un peu ta course, tu restes debout, tu rends la frappe derrière impossible. Après, moi, ce jeune joueur rémois m'a épaté par son sang-froid parce que punaise, il en faut du sang-froid à ce moment-là pour se dire non, mais je vais refaire un petit crochet tranquille et puis je vais frapper. Franchement, il fait une action de taré. Il fait une action de taré, magnifique but. Il y a aussi des personnes qui ont reproché ensuite à Rouli de se la prendre au premier poteau. Bon, on peut, mais vraiment, pour moi, pour l'instant, Rouli est plutôt une bonne surprise, donc je vais pas l'accabler là-dessus. Surtout qu'il en fait, il anticipe sur un centre. Il se positionne pour au cas où il y a un centre. Il a fait un petit pas ici pour avancer et il ne s'attend pas à la frappe et le ballon est juste là et le ballon passe. Ouais, ce qui peut boucher plus son angle, ouais, il peut boucher. Après, il y a tellement Murillo joue tellement mal le coup.
Le joueur est tellement plein de spontanéité et de sang-froid. Il y a beaucoup de choses qui font que l'attitude de Rouli, tu la comprends, mais bon, on peut aussi le trouver coupable sur le truc. Donc, bon, voilà. Après, Rouli, je sais pas ce que vous en pensez. Hors-jeu d'Ito, ouais, franchement, tu refuses ce but-là pour un hors-jeu d'Ito, je trouve je trouve ça un petit peu chaud. Parce que surtout qu'au moment de la frappe, alors attendez, je fais gaffe hein, parce que avec les droits, tout ça, j'ai vraiment peur de me faire striker. Donc je vais essayer de retrouver le moment où il frappe. Je sais même pas si Ito est vraiment hors jeu. Parce que, ouais, regarde, ouais, tu peux toujours, voilà, comment dire, tu peux toujours, on sait que les arbitres, voilà, la VAR c'est compliqué, mais là c'est le moment de la frappe. Ito, ses pieds sont là, Rouli est là. Il y a Murillo qui couvre quand même. Il faut deux joueurs, donc est-ce que Rouli a un peu. Bah non, mais même Rouli, en fait, non, non, mais parce que Ito il est pas hors jeu au moment de la frappe en fait. Parce que Ito il est là. Là c'est vraiment le moment de la frappe. Vous voyez, c'est la frame au moment où il va frapper. Et au moment où il va frapper, bah. Ok, ok, Ito il masque Rouli, mais à moins que, enfin, ça aurait été vraiment, je trouve que ça aurait été vraiment, vraiment très compliqué. Je pense que Murillo, en fait, Murillo flingue l'action, parce que il se fait tuer au début. Alors, pourtant, j'aime bien Murillo. C'est un joueur aussi, voilà, qui paye pas de mine, mais qui fait plutôt un bon boulot. Mais il se fait tuer au début, l'accélération, il se fait tuer. Il se fait tuer sur son retour et en plus il couvre le hors-jeu. Donc non, Murillo n'est pas. Je vois aussi qu'on me dit si Murillo était hors terrain, alors il était hors-jeu, mais Murillo n'est pas hors terrain. Il est voilà, il est là, il est sur le terrain. Il semble être dans les limites du terrain. Donc ouais. Est-ce qu'il y aurait toujours eu moyen en zoomant avec un microscope en se disant est-ce que le pied, donc c'est le pied, le pied droit de Murillo est dehors, ça aurait pu. Franchement, je trouve que c'est un très beau but et que voilà, Reims méritait ce but et que l'OM méritait de s'imposer aussi. Donc voilà. Donc ce blackout qui est complètement, qui est incompréhensible, mais autant j'ai vu aussi des gens dire oui, il y a peut-être, ça montre aussi qu'en fait De Zerbi, ça prend du temps, truc, machin. Bah, pas vraiment en fait, parce que De Zerbi il a fait pratiquement 6 expected goals sur 2 matchs. Quoi. En fait, le jeu de Zerbi, il a produit ce qu'il devait produire. C'est pas vraiment son jeu où il y a eu des failles. C'est pas un truc systémique, les buts qu'on prend. Peut-être c'est un coup de pied arrêté, un deuxième ballon sur coup de pied arrêté et un exploit individuel où les joueurs font n'importe quoi individuellement. Donc je trouve pas que ce soit vraiment ça. Snally qui nous dit ce qui me dérange le plus, moi Mourad, c'est surtout qu'à 2-2, on a l'impression qu'on pousse pas pour gagner le match, on fait tout au ralenti. Ah ouais, tu trouves? Parce que moi je trouve que justement ah oui, mais là aussi, ok, ok, non, je vois ce que tu veux dire. Parce que, ouais, je trouve que une fois que tu prends le deuxième but, tu fais des changements. Et ben, il y a Jonathan Rowe qui entre et qui va lui aussi faire preuve de beaucoup de sang-froid sur cette action où il est lancé en profondeur et il parvient à ce petit crochet là, brillant. Et il fait le taf, il frappe sur le poteau à la Gignac finale d'Euro 2016. Et ça va encore revenir. Luis Enrique, Merlin, Luis Enrique qui était un peu surprenant parce que comme on l'a vu, finalement, il avait
un rôle de milieu offensif central. Et dans ce rôle-là, c'est pas forcément dans ce rôle-là qu'on l'attend, mais il a su se rendre utile. Et Quentin Merlin, qui a été très offensif, puisque c'est sa frappe qui permet à l'autre d'égaliser, sa frappe qui est repoussée, sa frappe puissante. En plus, sa frappe dans une position. Franchement, en fait, du stade, je m'étais pas fait la réflexion, mais sa frappe, elle est. D'où il frappe notre ami Quentin Merlin, c'est pas facile, hein. Il frappe d'une position, voilà quoi. Il est loin le mec, il est loin le mec quand il va faire sa frappe, et c'est une belle frappe bien cadrée qu'on voit pas forcément tout le temps. Ça permet aussi de dire un petit peu, parce que le jeu de De Zerbi, c'est typiquement le type de jeu où on peut critiquer. euh, et j'entends ces critiques, on va dire c'est un jeu qui peut être trop mécanique, où on ne laisse pas l'inspiration au joueur. Bah là, on laisse à Quentin Merlin la possibilité de frapper une frappe à très peu d'expected goals, quoi. Mais ça va finir par faire but. Et très bon match d'ailleurs de Quentin Merlin, c'est un souligné. Je me demande si c'est pas son meilleur match. Euh, donc ouais, écoutez, donc là, on égalise très rapidement. Et pour revenir sur ce que disait Snally, il dit, je trouve qu'on n'a pas poussé, qu'on faisait tout à 2 à l'heure contre une fois qu'on revient à 2-2. Alors déjà, dites-moi si vous dans le chat vous avez la même opinion, parce qu'on peut en discuter. Mais tu vois, là, je trouve que c'est le moment où c'est peut-être son seul bon match. Non, il en avait fait un ou deux qui étaient passables, des bons matchs Merlin, mais ouais, ou qui étaient pas mauvais. Mais là, il fait un vrai bon match. Bon, euh, je reviens sur la réaction de Snally. Je trouve que c'est intéressant parce que je comprends ce que tu veux dire. Euh, alors, et tu rajoutes, voilà, j'ai pas vu les joueurs se dépouiller en seconde pour gagner. Kondogbia était HS. Du coup, ça m'énerve de savoir qu'on met tout dans un loft ou Mbemba alors qu'il pourrait aider en ce début de saison. Parce que non, ça c'est Steak Tartare qui dit ça, voilà. Mais voilà, Snally lui trouvait que ce qui le dérangeait, c'était qu'on ne poussait pas pour gagner le match à 2-2. Bah, moi, j'ai pas du tout eu la même impression. J'ai eu l'impression qu'on poussait, mais qu'avec De Zerbi, on veut bien pousser, entre guillemets. Et que c'est ce qui s'est passé et ce qui a pu un peu frustrer le Vélodrome et un petit peu ce sur quoi eh ben, il faut. Parce que j'allais dire ce sur quoi je vous ai mis en garde. Je vous ai pas vraiment mis en garde là-dessus. Je vous ai, dans ce live avant toutes ces histoires de mercato, je vous avais dit oui, il va y avoir des matchs où on va perdre, etc. Mais il va aussi y avoir des matchs où, enfin, ça va être avec De Zerbi, on va prendre le temps. Je pense que le réflexe, surtout quand on est au stade et qu'on est là pour supporter son équipe et qu'on veut l'avoir gagné, que c'est la fin de match, on veut voir l'équipe balancer des longs ballons, tout donner, aller jouer le deuxième ballon. Et De Zerbi, la philosophie de De Zerbi, c'est de se dire je me procurerai de meilleures occasions en restant sur mon plan de jeu et en essayant de trouver des décalages, comme on essaie de tout le temps trouver des décalages avec mon équipe. Et je pense pas qu'il est tort, parce qu'au final tu te procures pas mal de situations où tu es à deux doigts de mettre le troisième, ou des trucs où c'est dégagé un peu par Reims, un peu à l'arrache. Et Reims d'ailleurs ne se procure plus grand chose sur la fin de match. À un moment il y a un ballon, je sais plus, c'est Nakamura je crois, il est à 30 mètres et il se dit allez hop je dégage. Il a plus aucune solution. Donc en fait, avec De Zerbi, tu accules l'adversaire d'une manière différente dans ces moments-là. Tu vas l'acculer en mettant beaucoup de monde devant et en les asphyxiant, en essayant de redoubler les passes, de faire des choses comme ça. Et moi, j'ai pas retrouvé ce que je reprochais par exemple à Sampaoli, c'est-à-dire ce que tu sembles reprocher, Snally, c'est-à-dire un peu
une certaine léthargie et un trop on tient à notre plan même si notre plan ne fonctionne pas. Là, je trouvais que le plan pouvait fonctionner et que finalement, entre Rowe et Merlin aussi, qui a une autre grosse frappe derrière, et il y a aussi des moments où il y a des remises de la tête et c'est dégagé un peu à l'arrache. Il y a des ballons qui traînent dans la surface de Reims, c'est dégagé à l'arrache. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas mis de longs ballons devant et avec un peu ce genre d'action qu'on aime aussi quand tout le monde pousse et que t'as un ballon qui traîne, t'as une frappe à 20 mètres, ça fait pim pam poum, ça rentre. C'est des émotions aussi, mais là, tu as fait différemment. Et Ricky, tu fais bien de le souligner, le contre-pressing est intense. Je trouve qu'il y avait un meilleur contre-pressing parce que le contre-pressing avec De Zerbi, c'est pas permanent, c'est aussi par intermittence. Et en fin de match, justement, le contre-pressing était total, c'est-à-dire que tu pressais à la perte totalement dès que tu perdais le ballon. Donc, j'ai vu une équipe qui voulait gagner, franchement. Franchement, j'ai vu une équipe qui voulait gagner et je pense que il faut s'habituer à vouloir gagner comme ça parce que si on veut soutenir De Zerbi, c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Tu vois, mais je comprends ce que tu veux dire hein, et je pense qu'il y a beaucoup de monde au Vélodrome qui a eu ce ressenti naturel parce qu'on est habitué, voilà, fin de match, tu pousses, tu mets du monde devant, tu mets des longs ballons, tu tentes des choses et De Zerbi veut pas faire ça quoi. Donc qu'est-ce que tu me dis, Pesnali? Ton plan de jeu est plus difficile à mettre à place quand tu as 11 défenseurs en soi et pas de 9 dans la surface. Pour moi, on mettait pas assez de monde dans la surface. Ouais, mais tu vois, pareil, le 9 dans la surface, bon, déjà, bah, t'as la malchance d'avoir perdu Mumbagna, qui aurait peut-être été ce mec-là. Donc là, en fait, tu vois, tu aurais mis qui dans la surface pour jouer des longs ballons de la tête, etc. Là, t'avais pas vraiment. Après, je me trompe peut-être, hein, dites-moi. Hein, mais toi, t'avais pas vraiment de joueurs qui pouvaient remiser, etc. Tu avais des joueurs aux caractéristiques différents, les deux Anglais donc qui sont plus dans la vitesse, machin. T'avais Merlin qui était en feu, mais qui est plus un centreur, quelqu'un différent, voilà. T'avais pas vraiment de joueurs en plus pour faire fonctionner ce, ce genre de plan. Donc ça me paraît être assez logique. Escava qui dit Murillo n'est pas monté, c'est sûrement une consigne, mais du coup c'est asymétrique, bizarre de ne pas rentrer Lirola. Si... Ouais, bah je pense que c'était clairement une consigne parce que on a vu ça au début de live. Tu avais cette ligne de 3, je pense que tu tenais vraiment à avoir cette ligne de 3, cette sécurité derrière, et c'était clairement asymétrique avec un Merlin très très haut et Murillo qui était là pour la relance. Ouais, c'est peut-être sur des trucs comme ça. Il y a peut-être déjà des ajustements comme ça. Lirola avait une soirée. Peut-être, ouais, peut-être que Lirola... On n'est pas méchant avec Lirola. On ne sait jamais. Il peut peut-être revenir. On ne sait pas. Mais ben, moi, je trouve franchement que tu as fait ce qu'il fallait pour gagner. Que le match était bon et que tu as une frustration parce que tu n'as pas mérité alors que tu mérites de gagner. Tu vois, tu as quand même des occasions à la 86e, à la 93e minute et voilà quoi, ça fonctionne pas. Et Reims est inexistant aussi. Bon, peut-être que Reims n'avait plus grand-chose dans les chaussettes non plus, mais Luca Elsner a expliqué aussi en seconde période, ouais, ils font beaucoup de choses, on était asphyxiés, voilà, on n'en pouvait plus. Et malgré tout, tu as aussi des situations où tu peux frapper de 20 mètres, etc. Il me semble que tu as une ou deux frappes de Kondogbia, ce genre de choses. Donc bon, vraiment, si Eliwai en met une sur 4 ou une sur 3 ou 4, bon, le match n'existe pas et je pense qu'on a un discours différent. Comme je vous dis, vu que j'ai un peu un détachement par rapport à l'équipe, je trouve qu'objectivement, l'OM a fait un aussi bon match face à Reims que face à Brest, mais que face à Brest, l'OM a été très bien payé et que face à Reims, l'OM n'a pas été très bien payé.
Pour moi, TPR76 qui dit le problème est qu'on passe quasi systématiquement via le double pivot qui parfois ralentit le jeu et laisse le temps à l'équipe adverse de se replacer au lieu d'être plus rapide dans la transition. On continue à construire. Ouais, mais là, c'est deux Zerbi. Là, franchement, c'est deux Zerbi et c'est le style de Zerbi. Ce double pivot, c'est l'un des trucs qu'on avait vu avec Brighton, qu'on a vu avec Sassuolo. C'est l'un des trucs. Tu veux construire, tu veux attirer l'adversaire pour voilà mettre du monde dans ton camp et te procurer des occasions. Je pense que en plus de ça, Reims a proposé une adversité différente, mais que tu as réussi à trouver les solutions vu que tu te procures 2,93. Mais face à Brest, tu as limite un jeu qui est plus qui m'était plus familier, on va dire, parce que j'avais l'impression que tu étais vraiment en mode ok, on essaye de lancer les ailiers dans. Je vais essayer de retrouver voilà, les highlights. Peut-être que c'est aussi Brest qui t'a permis de faire ça, mais le truc de deux Zerbi que j'avais beaucoup vu, euh, c'était lancer les ailiers en un contre un. Et Brest qui était à domicile, Brest qui avait voulu attaquer, Brest a permis à l'équipe de beaucoup faire ça, à l'OM de beaucoup faire ça. Voilà, on va voir là, c'est la vidéo du premier but. Donc, on lance les liens en un contre un. On a beaucoup plus vu notre fameux ami anglais et Luis Enrique, même si là c'est Luis Enrique ici, ouais, je suis pas certain, mais attendez, j'ai l'impression, non, mais c'est pas. Attends, je vois pas très bien, enfin bref. Donc dans tous les cas, tu as beaucoup plus réussi à lancer les ailiers en un contre un, et c'est vraiment un truc. Si donc voilà, j'ai certaines limites avec ce joueur, mais je comprends parfaitement son recrutement parce que c'est le joueur parfait. Tu lances le mec en un contre un, voilà, il sait faire ça. C'est ce qu'essayait déjà de faire l'année dernière avec par exemple avec Mitoma, avec Adingra. De Zerbi, donc de trouver les ailiers en un contre un en presque en supériorité numérique parce que s'il réussit son 1 contre 1, après tu as des espaces, tu as des trucs. Donc attirer plein de monde dans ton camp, lancer les ailiers. Donc c'était un petit peu le plan contre Brest qui a fonctionné du teneur de jeu, tu gagnes 5-1. Là, contre Reims, tu te dis, je vais devoir jouer différemment, donc tu vas chercher tu vas chercher des joueurs un peu plus dans l'axe, même si tu les cherchais aussi dans l'axe, ces joueurs, mais tu vas chercher ces joueurs dans l'axe pour après aller carrément trouver les mecs libres sur les côtés. Donc, tu il y a eu des petites variations, tu as retrouvé des choses assez intéressantes et finalement, bon voilà quoi. Je trouve que ces deux matchs réussis, mais qu'il y en a un où tu as eu moins de réussite. Euh, pour moi, c'est le taf numéro un du coach, c'est de créer des 1 contre 1 pour ses offensives dans les 25 mètres adverses. Ouais, bah, c'est vraiment le plan de Zerbi. Et enfin, en tout cas, si on lui permet de faire ça, si on vient le presser, il lance les ailiers en un contre un et puis après, vaille que vaille. Donc voilà, il y a aussi la variante qu'on a souvent vue avec si tu as un bon relanceur, tu peux aussi directement aller chercher dans la profondeur ton attaquant. Tu as deux, trois trucs. Et justement, Iki qui demande comment tu as trouvé la rentrée de Rowe. Bah, Rowe, j'ai trouvé c'était excellent en tant que neuf. Alors, il faut voir s'il confirme ça, mais très rapide, qui prend la profondeur avec pas mal de calme. Attention, c'est un premier match. On en a vu des joueurs qui réussissent de manière admirable, qui après ne confirment jamais, mais voilà, c'est explosif et on a des joueurs explosifs devant et on ne s'en sert pas vraiment à bon escient. Bah, voilà, tu vois, TPR, c'est oui et non. Franchement, contre Brest, tu t'en es servi. En fait, tu t'en sers à bon escient si tu vois que l'adversaire te donne la possibilité de t'en servir. C'est-à-dire que si tu vois que l'adversaire te donne des 1 contre 1, tu t'en sers. T'y vas. Et par contre, si tu te dis, ok, non, il y a 6 joueurs devant moi, tu te dis, ok,
on va faire différemment. C'est un petit peu ça le truc avec De Zerbi. Et, et oui, ouais. Je comprends un peu ta frustration, mais je pense que c'est un truc qui existe, qui est vraiment ancré dans le logiciel de Zerbi. C'est tu passes par le double pivot parce que le double pivot va te permettre d'attirer du monde. Faudra voir si à l'avenir les équipes ne viennent que pour défendre, que personne ne vient presser tes 5 joueurs, ta ligne de 3 tes deux milieux défensifs. Est-ce que ça aura encore une utilité? Faudra voir tout ça, mais on verra bien. On verra bien ce qui se passera. Sinon, je voulais voir un petit peu avec vous, faire aussi un petit tour sur les autres matchs. Je pense qu'on a pas mal vu, je pense que je vous ai pas mal donné mon avis sur ces deux premiers matchs de Zerbi. Les autres matchs de cette Ligue 1 McDonald's, j'allais dire Uber Eats. McDonald's, donc. euh, et sur ce que j'ai un peu regardé, Lyon-Monaco, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé ce match-là. Franchement, je serais. Les Lyonnais, je les ai. J'en discutais hier avec un collègue qui me disait franchement, moi, Monaco m'a impressionné. Euh, j'ai pas été spécialement impressionné par Monaco, qui méritait sa victoire, aucun problème. Mais par contre, j'ai été assez catastrophé par Lyon, qui encore une fois, n'a rien produit, quoi. Ils ont été nuls, quoi. Ils ont rien produit, et Monaco mérite largement sa victoire parce que bah, Monaco produit du football là où Lyon n'a rien produit du tout. C'est vrai aussi que Monaco a du monde. Franchement, Monaco, ça va être à surveiller. Ouais, 2,61 quand même. Euh, que je pense qu'il y a une erreur là parce que Lyon a 0,01. Waouh! Vous vous rendez compte de la nullité? On dirait l'OM de Villas-Boas contre Manchester City. Waouh! Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais que j'avais quand même dû oublier deux trois trucs, mais waouh! Waouh! Pauvre Lyonnais, quoi. C'est. Waouh! 0,01, c'est vraiment nul. Vraiment nul. Là, les gars, c'était vraiment nul. Et alors, nous, on faisait ça contre Manchester City de Guardiola, quand même. Ouais, vraiment, Monaco, très bonne équipe, vrai prétendant au titre et tout, mais waouh, quand même. Et il y a du monde à Monaco, donc il y a notamment Brelem Bolo, qui est un très bon joueur qui est en train de revenir, mais qui vendange pas mal. Minamino, Akliouche, Ben Seguir. T'as du petit joueur technique, quoi, et t'as aussi voilà, des Zakaria, des Lamine Camara, des joueurs physiques aussi qui peuvent faire des choses. Vanderson, j'allais oublier, qui est un très bon joueur aussi. Donc voilà, mais Lyon, franchement, waouh, j'avais pas regardé les stats. Vraiment, j'ai regardé le match en fait sans les commentaires. Ils ont dû en parler. J'ai commencé à regarder les matchs avec les commentaires du légendaire duo Christophe Joss, Daniel Bravo. Puis après, je me suis dit, ah, je vais mettre une vidéo YouTube en fond, et je regardais le match comme ça. Euh, je découvre donc en live ces stats. Waouh, inquiétant. Inquiétant. Bon, après, il y a des choses qui ne changent pas. Des Lyon commence la saison de manière dégueulasse, et l'avant-centre de l'OM commence la saison en vendangeant. Bon, il y a des choses qui ne changent pas. Donc j'avais regardé ça, et j'avais regardé aussi la première mi-temps de Saint-Étienne-Le Havre. Je vais pas vous mentir, j'ai regardé la première période et je me suis dit c'est quoi ce machin? J'ai arrêté, et je me suis dit mon temps méritait mieux. C'était vraiment nul, vraiment ultra haché, plein de fautes. Le Havre essayait un peu de jouer, mais c'était un peu la bagarre, les coups de pied arrêtés. C'était un peu nul. Donc ces deux matchs en fait m'ont fait dire ah, on pourra en parler en live. Ah, et Lens-Brest aussi, c'est vrai. Lens-Brest 4,02. Ouais, c'est les trois matchs que j'ai regardé. Il y a des enseignements, c'est un peu trop tôt, mais Lyon foire complètement son début de saison. J'avais pas vu les stats, je suis catastrophé pour eux.
Saint-Étienne-Le Havre, c'était vraiment nul. Et Lens-Brest, Brest était encore complètement dépassé. Jordan Amavi complètement dépassé encore une fois. Et c'est un peu inquiétant pour Brest qui avait pris 5-1 contre l'OM. Franchement, on pouvait peut-être dire, je sais pas ce qu'a dit Eric Roy hier, on pouvait peut-être se dire oui, c'était bien payé pour l'OM, mais l'OM méritait largement de gagner. Mais là, hier, c'est même pas bien payé pour Lens qui aurait pu déchiqueter Brest, quoi. Donc ouais, il va falloir surveiller un peu ce que va faire Lyon et ce que va faire Brest. J'ai un petit peu peur pour Brest quand même. Ce début de saison fait vraiment penser à l'équipe qui a fait une superbe saison la saison dernière. Ils méritent d'être en Ligue des Champions, etc. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent ouais, machin. Ils ont mérité à travers des performances exceptionnelles. Et voilà, ça arrive. Certains diront comme Agnelli, oui, bah ça arrive, machin, mais peut-être qu'il faudrait. Non, non, ça arrive, ils ont mérité, même si ça leur arrivera qu'une seule saison, qui marchait sur l'eau, et ben ils méritent d'aller en Ligue des Champions. Pour se faire détruire peut-être, mais comme l'avait dit Villas-Boas, oui, on fait de la merde, mais pour faire de la merde, il faut mériter d'être là. Écoutez, voilà, Brest a mérité d'être là pour faire de la merde. S'ils font de la merde, ça les regarde. Mais l'année dernière, ils ont mérité d'y être. Mais ouais, c'est inquiétant. Donc voilà. Et l'autre enseignement sur ce que j'ai vu donc, de la Ligue 1, c'est Marseille qui fait deux bons matchs en ce début de saison. Franchement, voilà, tu fais 2,94 et 2,96 ou un machin comme ça contre Brest. Tu produis du jeu. Tu as été très bien payé et mal payé. C'est le football. Moi, je ne trouve pas grand-chose à redire. Et voilà, donc l'OM qui réussit un très bon début de saison. Le PSG, j'ai pas vu le match contre Montpellier, mais voilà, quoi, 6-0. Je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner le PSG avec tout leur kilo de prospect, de hot prospect. Bah, pour l'instant, c'est pas mal. Et il leur reste quand même quelques joueurs sympas dans leur équipe. Donc, à voir si ça confirme sur la durée, mais c'est pas mal. J'ai pas encore vu jouer Lille. À part contre Fenerbahçe, parce que RMC proposait le match gratuitement sur YouTube, et ça c'est vraiment cool, donc c'est bien quand ils font ça. Ça avait été très propre, voilà, donc c'était fait un peu peur, mais c'était passé. Donc Lille, il faudrait que je voie un petit peu plus, le fameux Lille de Genesio, on verra ça, et oui. Voilà, c'est en tout cas ce que je retiens de la Ligue 1, c'est que ce Saint-Étienne-Le Havre m'a vraiment fait flipper tellement c'était mauvais, mais que l'OM produit du jeu, que Lens a éclaté Brest et que Brest, il y a de quoi être inquiet. Donc voilà, on fera un petit peu ce genre de points et on verra un petit peu ce qui se passe dans la suite de tout ça. Mais ouais, je suis encore sous le choc des 0,01 de Lyon face à Monaco. C'était un peu flippant quand même, on va pas se mentir. Bon, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre soutien. J'espère qu'on pourra quand même parler un peu de foot cette saison. Et on fera tout ça. Voilà, si vous regardez ce live en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes, tout ça. Attends, t'as une minute pour deux trois questions? Vas-y, Ricky, vas-y. J'ai toujours une minute pour toi. Ouais, ça dépend de ce que seront tes questions. Est-ce que c'est pas un peu le moment où je peux un peu faire ma promo aussi? Comme le disait Valnor un peu plus tôt, j'ai publié ça pour la disparition. Attends, je vais vous mettre ça. Voilà, j'ai publié ça pour la disparition. C'est une lettre que vous recevez chez vous. C'est très cool, je sais pas, je l'ai dans le coin en plus, je sais plus où elle est. Elle est quelque part dans le coin, avec une illustration. C'est ce média La Disparition, donc, qui tient à ce concept qui est très intéressant, je trouve, où un journaliste développe son idée
à la première personne dans une lettre écrite. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue sur la vente OM. Puis je développe ce que je trouve de complotiste dans la manière dont cette idée est parvenue à survivre à 4 ans. Et je suis assez content de cette petite lettre. Et vous pouvez donc la commander sur le site de La Disparition, un média qui paye ses illustrateurs, qui paye ses journalistes et qui a un concept, qui mérite d'exister dans ce paysage du journalisme qui est par moments un petit peu désespérant. Et ben là, on donne le temps aux journalistes de développer ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est en m'appuyant sur des recherches, des gens en m'appuyant sur 3 choses que j'ai écrit cette lettre. Donc, mon expérience de première main, si on peut dire, avec la vente OM en tant que journaliste, puis des ouvrages scientifiques sur le complotisme pour identifier certaines choses qui sont présentes dans toutes les théories du complot et qu'on retrouve dans la vente OM, puis sur des entretiens, et notamment avec Thibaut Vézirian qui je trouve, voilà, il y a des choses vraiment complotistes dans son travail, etc., mais qui a eu, je tiens à le souligner, parce que quand je l'ai contacté, je lui dis voilà, donc je travaille sur ça et sur les mécanismes, sur les mécaniques du complotisme dans la vente OM et notamment dans ton travail. Et je m'étais dit, ouais, ça va un peu clasher, etc. Il m'a dit non, non, pas du tout, bah vas-y, on va parler, tu vas me dire ce que tu trouves, machin. Et il a été très réceptif. Après, ses réponses vous satisfont pas, mais en tout cas, il a été très courtois et réceptif. Je tiens à le souligner et vraiment le dire. Donc voilà, c'est un peu les 3 choses. Donc n'hésitez pas, sur le site ladisparition.fr, vous trouverez donc ma lettre, la disparition du vrai propriétaire de l'OM, parce que pour beaucoup de monde, Franck McCourt n'est plus propriétaire de l'OM, et c'est comme ça que je commence et termine cette lettre. Les 2-3 questions de Ricky: où as-tu eu la figurine Bielsa derrière toi? C'est un cadeau, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est de ma femme, qui sait à quel point j'ai un problème d'idolâtrie avec Marcelo, donc qui me l'a offert. Donc je n'ai pas cherché à savoir d'où elle venait. Elle vient d'Angleterre, je pense que tu trouves ça vient de Leeds. Je pense que tu trouves ça en ligne. Je n'ai pas cherché à savoir d'où elle venait parce que ça casserait la magie du cadeau. Mais voilà. Est-ce que tu vas faire une analyse vidéo de comparaison Sampaoli Tudor de Zerbi comme vous l'aviez fait pour Bielsa Tudor? Ah bah, ça dépend de vue du banc. Ce serait intéressant. S'ils veulent proposer ça, ce serait quelque chose qui peut en effet être intéressant. Et je pense plus Sampaoli de Zerbi, il faut peut-être attendre d'avoir un petit peu plus comment dire, de matière pour De Zerbi, mais en effet, ça peut être Sampaoli de Zerbi, c'est intéressant, tu vois. Tudor, c'est une autre école, je trouve, footballistique, mais Sampaoli de Zerbi, c'est intéressant. Puisque tu parles de vidéos, j'en profite. Franchement, je suis bon pour vous vendre, mon travail. Je me suis vraiment fait chier. J'étais un peu déçu. J'étais même extrêmement déçu, mais je savais aussi que ça arrivait. Enfin, pas de la réception, parce que j'ai que des commentaires positifs, et encore une fois, vraiment, il faut que j'apprenne à plus recevoir les compliments plutôt que de m'arrêter sur les mecs qui disent ah machin, c'est pas bien, enfin qui t'insultent. C'est le gros truc en ligne, c'est que tu reçois une insulte, ça t'énerve et tu as envie de répondre et tu dis alors que quand tu reçois des mecs qui vraiment te donnent de la force et du courage, et ben ça te fait chaud au cœur, mais t'oublies rapidement parce qu'il y a un mec qui t'insulte 2 minutes derrière. Vraiment, donc je vous remercie encore à tous pour votre soutien. Vraiment, vraiment, sans ça en fait, j'aurais arrêté les lives, je vais pas vous mentir. Vraiment, j'avais un peu du mal à me dire est-ce que je continue ou pas les lives, trucs, tout ça. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de beaucoup de monde. Donc voilà, je vais me focaliser sur les choses positives. Je vous mets le lien de ma dernière vidéo donc dans le chat.
cette vidéo où je me suis vraiment fait chier pour essayer de vous proposer un truc un petit peu qui allait au-delà de simplement bah, c'est mieux avant, c'était pas mieux avant, en rebondissant sur les propos de Marcelo Bielsa pendant la Copa América, que beaucoup de monde avait pris comme bah ok, j'ai le sentiment que le football c'était mieux avant, voilà, Marcelo le dit, ça veut dire que les joueurs actuels sont moins bons, machin. Je trouvais qu'il y avait un peu de facilité peut-être dans la compréhension de ce qu'il avait dit, qui allait au-delà de la technique des footballeurs, et peut-être que je me trompe. Disons que c'est mon interprétation de ces déclats. Et je me suis vraiment fait chier, quoi. C'est une vidéo de 30 minutes où j'essaye de faire les deux, où j'essaie de faire du montage, où j'ai essayé de m'inspirer un peu de youtubeurs que j'apprécie dans d'autres sphères que le football, voilà, qui font des choses sur le cinéma, sur la politique, tout ça. Donc où vraiment je me suis fait chier sur le montage, et bah ça fait beaucoup moins de vues que plein d'autres vidéos où je me fais pas spécialement chier sur le montage et ça marche beaucoup mieux. Bon, je le sais, donc je devrais arrêter de me plaindre de ce genre de choses, mais voilà. Et puis surtout, en plus, il y a tous les commentaires sur cette vidéo, ils sont parfaits. Même les gens qui sont pas d'accord avec moi, vous vous rendez même pas compte à quel point ça fait plaisir lorsqu'on a quelqu'un qui est pas d'accord avec vous et qui vous met un commentaire poli, ouvert au débat. Franchement, c'est un plaisir incroyable. C'est vraiment, tu as l'impression que ton travail est récompensé en fait quand tu fais ça. Surtout sur un truc comme ça où tu es en mode, bah, j'essaye d'ouvrir la réflexion. C'est vraiment... donc, vous voyez, je me plains parce que ça n'a pas fait assez de vues, mais d'un autre côté, les commentaires, tous les commentaires sont positifs ou constructifs. Donc, il y a toujours ce truc, est-ce que il faut mieux parler à plein de monde et avoir plein de commentaires négatifs, ou est-ce que bah, tu restes dans ta petite niche et tu es bien au chaud avec les gens que tu trouves intéressants avec qui parler. C'est voilà. Et qui me dit, t'as vraiment un problème de conversion de ton audience Twitter en audience YouTube, Twitch. Ouais, ouais, je pense vraiment, mais je pense que Twitter c'est dead, hein. C'est vraiment, c'est vraiment dead. Je pense que j'essaye vraiment de m'en éloigner parce que sur Twitter, j'ai vraiment reçu des DM d'insultes, des trucs, machin. Et vraiment, c'est con. Il y a un mec qui m'a dit, machin, maintenant tu vas faire la pleureuse en disant que ça pèse sur ton moral. Franchement, ça pèse sur mon moral, et bien sûr que c'est faire la pleureuse que de dire machin, Twitter ça pèse. Mais il y a un truc un peu addictif avec Twitter, donc vraiment je m'en éloigne. Je vous conseille de faire la même chose. Je trouve que ça me permet. En fait, je lis par exemple beaucoup plus d'articles. Avant, j'avais ce réflexe d'aller sur Twitter voir les derniers trucs. Maintenant, je vais sur l'appli Caféine qu'on a souvent ouvert dans ces lives, qui permet de lire toute la presse. Si vous êtes abonné au réseau des bibliothèques de Marseille, vous l'avez gratuitement sur le site, et je ne saurais que vous recommander d'y aller. Et voilà, c'est comme tu dis, steak tartare sur Twitter, toute avis opposé mène à l'insulte. Je trouve aussi c'est très compliqué. En plus, l'algorithme a changé avec notre ami Elon, machin. Les gens ont l'insulte facile. Ici, vraiment, vraiment, vous êtes incroyable. Vraiment, la meilleure communauté du monde. C'est vraiment très très bien. Vous avez, enfin, sur YouTube, vous êtes vraiment respectueux, machin, tout ça. Sur YouTube, t'as des mecs qui viennent un petit peu te faire chier. Maintenant, mais il faut aussi que j'apprenne à mieux gérer ça, quoi, parce que c'est vrai que je fais un peu trop la pleureuse avec ça. Il faut que j'apprenne à gérer ça. Il y a plein de gens qui me soutiennent. Maintenant, s'il y a des gens qui font chier. Sur Twitter, ça fait longtemps que je n'hésite plus à ban. Mais voilà, voilà, il faut. En fait, le truc, c'est que ça te laisse
un, un mauvais sentiment en toi, tu vois, quand tu lis un mec qui t'insulte, qui fait un truc, t'as envie de lui répondre. Il y a ce fameux Riolo qui répond de manière très insultante à tout le monde. Je pense pas que ce soit ce qu'il faut faire et j'ai surtout pas envie de faire ça parce que voilà, en fait, j'ai envie de me débarrasser de ce sentiment négatif qui existe en moi. Je pense qu'il y a des choses plus importantes et tout, mais il faut que j'apprenne à mieux gérer ce sentiment négatif. Voilà, donc je vais faire gaffe un petit peu à ça. On va essayer de parler football cette saison. On va essayer. Voilà, je pense que mon rapport à l'OM a définitivement changé cette année, mais, euh, mais voilà, je travaille là-dessus sur mon nouveau rapport à l'OM. Je pense pas que me trahir soit une bonne chose, donc j'ai pas envie de le faire. On va rester voilà avec ce que je pense et, euh, et enfin, on va rester sur ce que je pense et je vais essayer de travailler un peu sur une nouvelle ligne éditoriale et voilà, je vais vous laissez ici, les amis. Je vous remercie de votre soutien et je vous dis bah, la prochaine fois contre Toulouse. J'ai pas vu encore jouer Toulouse, donc je vais pas vous mentir, je ne sais pas encore ce à quoi ça va ressembler. Ricky qui me dit essaye de faire des featuring avec des youtubeurs foot OM qui marchent, ils sont nombreux à attraper. Oui, oui, je sais. Bah, peut-être justement, on en discutait hier avec Karim Diouf. Il m'a dit ah bah il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Et je lui dis bah avec plaisir. Karim, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc ce sera sans doute quelque chose qu'on va faire dans les semaines à venir. Et oui, oui, il y en a plein des youtubeurs foot OM. C'est j'ai plein. Enfin, je pense qu'en effet, j'ai assez peu d'ennemis. J'ai assez peu d'ennemis, à part sur Twitter. Mais si vous n'avez pas d'ennemis sur Twitter, posez-vous des questions, les gars. Posez-vous des questions. Bon, allez, je vais mettre fin à ce live. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour le prochain match donc contre Toulouse où on verra si l'OM sera bien payé, mal payé ou payé à sa juste valeur. Nous verrons bien. Et voilà. À dimanche prochain donc parce que le match est samedi, je crois. Ciao.